Pour rester le pays le plus puissant du monde, il faut faire preuve de force dans tous les environnements, y compris l'océan. Les porte-avions constituent la principale force navale américaine. Cependant, au début du XXIe siècle, ils sont devenus moralement obsolètes et leur remplacement par la future génération de porte-avions était la prochaine étape évidente. C'est pourquoi, en 1996, il a été décidé de lancer un projet de création d'un porte-avions de troisième génération appelé CVN-21, ou porte-avions du XXIe siècle, plus connu actuellement sous le nom de Gerald R. Ford. À partir de ce nom, le commandement de la marine américaine a rapidement déterminé ce qu'il voulait obtenir en retour. Un navire fondamentalement nouveau, d'un déplacement d'au moins 10 000 tonnes, discret, doté d'un long pont, capable d'accueillir tous les avions existants de la classe Nimitz et tous les prototypes prometteurs. La deuxième exigence importante était de réduire les coûts de maintenance d'au moins 20%. Les concepteurs se sont assis à leur bureau et ont rapidement rédigé plusieurs variantes de prototypes révolutionnaires. Ceux-ci avaient l'air fantastique, de véritables armes du troisième millénaire, comme Star Wars, mais dans l'océan. Mais lorsque les amiraux ont vu le prix de ces projets de science-fiction, ils ont réalisé que la construction de 10 de ces porte-avions les laisserait sans épaulettes dorées sur leur uniforme de cérémonie. Ils ont retiré l'exigence de furtivité et ont donné la priorité à la réduction des coûts d'exploitation. Voyons comment les concepteurs ont rempli leur mission. Premièrement, ils ont décidé de conserver la coque du bon vieux Nimitz, en la modifiant seulement légèrement en faveur de la furtivité. Par conséquent, les dimensions du navire sont presque les mêmes que celles de son prédécesseur. Il mesure 330 mètres de long, 75 mètres de haut et 70 mètres de large à la partie la plus large du navire, assez pour effrayer la moitié de la population. La salle de commandement a été rapprochée de la poupe et la passerelle du capitaine a été déplacée sur le pont inférieur pour réduire la taille de la superstructure. Les cabines et certaines autres pièces ont été repliées dans la coque et la superstructure elle-même a été déplacée vers l'arrière. Le mât est fait de matériaux composites qui absorbent les impulsions radar. Bien sûr, il est difficile de rendre invisible un navire de 330 mètres. Mais sur les radars des missiles de croisière, il reste désormais impossible de le distinguer du reste des navires d'escorte. Comment savent-ils quelle cible frapper? Ce n'est pas comme si on pouvait mettre un kamikaze sur un missile. Deuxièmement, le porte-avions est équipé de deux nouveaux réacteurs nucléaires, A1B, capables de produire 25% d'électricité en plus que leurs homologues sur les navires d'ancienne génération. Les réacteurs sont conçus pour fonctionner pendant 50 ans sans nécessité de combustible supplémentaire. Ces deux réacteurs peuvent accélérer le géant de 100 000 tonnes jusqu'à 30 nœuds ou 55 km/h. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était la vitesse des torpilleurs et seulement en mode combat. Troisièmement, tous les processus du vaisseau ont été automatisés au plus haut degré. Cela a permis de réduire l'équipage d'un tiers. La configuration standard d'un porte-avions comprend 2500-2700 membres d'équipage, environ 2500 membres d'équipage du pont d'envol et 70 commandants, soit un total de 5070 à 5270 personnes. Le Gerald R. Ford, quant à lui, n'accueillera que 4660 personnes à bord. L'objectif de 20% de réduction des coûts d'exploitation a donc été atteint. Si l'on considère que sur un demi-siècle de service, un porte-avions consomme 20 milliards de dollars, l'économie réalisée s'élèvera à 4 milliards de dollars. Et pour 10 de ces porte-avions, l'économie s'élève à 40 milliards de dollars. Diviser 40 milliards par 50 ans, cela fait 800 millions de dollars par an, soit une réduction de 0,11%. Pas très impressionnant comme économie. Cela ne donne pas vraiment envie de féliciter l'armée pour sa gestion de l'argent du contribuable. On peine même à croire que la moindre économie ait été faite. Alerte spoiler, il n'y en aura aucune, mais nous allons y venir. Mais d'abord, où en sommes-nous en termes d'impact? En fin de compte, un porte-avions est un navire militaire et l'essentiel est son efficacité. Grâce à son pont allongé, ce porte-avions peut transporter jusqu'à 90 aéronefs, dont des avions de combat F-35C, des chasseurs FA-18EF Super Hornet, des avions AWACS ED-2 Advanced Hawkeye et des hélicoptères multimissions MH-60RS, sans compter les avions de combat sans pilote. Si l'on considère qu'il y a moins de 100 unités de F-35 dans toute l'Europe, à l'exception des avions américains qui y sont stationnés, un seul Gerald R. Ford peut conquérir l'ensemble du vieux continent. Ainsi, en dehors de la Russie et de la Chine, un seul porte-avions de ce type sera un argument décisif pour les relations diplomatiques avec les États-Unis pour n'importe quel pays. Plus impressionnant encore, le taux de lancement des avions, c'est-à-dire le nombre de décollages par unité de temps, est supérieur de 15% sur le nouveau porte-avions par rapport au Nimitz.
Pendant ce temps, le Gerald R. Ford a un espace de lancement d'avion en moins. Il n'en a que 3. Le taux de lancement plus élevé est obtenu grâce aux catapultes électromagnétiques, qui peuvent être rechargées beaucoup plus rapidement que les catapultes à vapeur classiques. Le porte-avions a également été équipé d'un nouveau système de train d'atterrissage. En conséquence, le porte-avions peut faciliter jusqu'à 160 sorties par jour. Si les choses deviennent vraiment difficiles, ce nombre peut atteindre 220. En outre, les systèmes de lancement et d'atterrissage sont 2 fois plus légers que les systèmes à vapeur. Si l'on considère que les catapultes représentent 20% de la masse totale du porte-avions, il s'agit d'une réussite importante. Il n'y a qu'un seul inconvénient à tout ça. Lors de tests effectués entre mai 2017 et janvier 2019, 20 défaillances de catapultes électromagnétiques ont été enregistrées au cours de 740 lancements. Ces défaillances n'ont pas entraîné de dommages aux avions, ni de blessures parmi les membres de l'équipage, et elles ont remis en question le nombre estimé de sorties quotidiennes. 2 de ces pannes ont entraîné une interruption des opérations et un arrêt de courte durée des vols. Les spécialistes ont appris par la suite que la catapulte électromagnétique ne pouvait faciliter que 400 décollages au lieu de 4166, et qu'à ce moment-là, elle tombait en panne. Le système avancé de train d'atterrissage ne pouvait faciliter que 25 atterrissages en ligne au lieu des 1600 prévus. Le système d'automatisation présentait également des dysfonctionnements. En décembre 2018, 11 nouveaux élévateurs électromagnétiques conçus pour déplacer les munitions du stockage et de l'assemblage au pont d'envol n'étaient pas opérationnels. 2 d'entre eux ont été réparés, tandis que les autres ont été finalisés avec la mise en service du navire. Le principal problème provenait du logiciel, avec pour résultat, vous l'avez déjà deviné. Considérant que l'un des principaux objectifs était de faire des économies, le résultat a été tout autre. Le Gerald R. Ford est devenu le navire le plus cher de l'histoire de la construction navale, avec 12,8 milliards de dollars, plus les 4,7 milliards de dollars pour la conception du projet. Bien que pour être objectif, ce dernier chiffre peut être divisé par 10, pour tenir compte du nombre de futurs porte-avions basés sur ce travail. Quoi qu'il en soit, le prix est de plus de 13 milliards de dollars. Si on divise ce montant par le poids du navire en livres, on obtient 58 dollars par livre. Autant dire que cela coûte plus qu'un bras. Mais revenons à l'armement. Le navire dispose d'un système d'autodéfense conçu pour la défense anti-aérienne, qui est principalement représenté par des ESSM, Evolved Sea Sparrow Missile. Il y a 2 lanceurs de 8 conteneurs, chacun capable de lancer 32 missiles. Cet équipement est destiné à contrer les missiles anti-navires rapides et maniables. Il existe également des lanceurs anti-aériens, RAM, Rolling Airframe Missile, pour engager les cibles à courte distance. Mais bien sûr, sa principale source de protection sont les navires d'escorte. La défense antiaérienne du navire est complétée par le système radar à double bande, DBR. Nous ne vous ennuierons pas avec les caractéristiques techniques, notez simplement que ce système est également installé sur une autre merveille de l'US Navy, le destroyer lance-missile de nouvelle génération, DDG-1000 Zumwalt. La construction de l'appareil a débuté le 11 août 2005, lorsque Northrop Grumman a procédé à la découpe cérémoniale d'une feuille de métal de 15 tonnes, qui a ensuite fait partie de la coque du navire. Il est intéressant de noter qu'à ce moment-là, l'armée n'avait pas encore choisi le nom du navire. À l'époque, le 38e président américain Gerald R. Ford, dont le porte-avions de 3e génération porte le nom, était encore en vie. Le 5 décembre 2006, le sénateur de Virginie, John Warner, a proposé de baptiser le porte-avions USS Gerald Ford. 21 jours plus tard, Gerald Ford décédait, mais ils ont réussi à faire plaisir à l'ancien président avant son décès. Sa fille, Susan Ford Bales, a pris une part active au processus de construction. Lorsque la quille du nouveau navire de guerre a été cérémonieusement posée le 14 novembre 2009, elle a prononcé un discours sincère. Et le 9 novembre 2013, lors du lancement du navire, elle l'a baptisé en brisant une bouteille de champagne sur la proue. Le navire n'était prêt qu'à 70% à l'époque, c'est pourquoi il n'a rejoint officiellement l'US Navy que le 31 mai 2017. Le prochain porte-avions de cette classe s'appellera John F. Kennedy et devrait être mis en service en 2024. Le 10e et dernier navire est prévu pour la lointaine année 2058. Comment les forces navales américaines vont-elles utiliser cette force moderne et impressionnante? Depuis sa mise en service, le Gerald Ford n'a pris part à aucune action. Le navire continue de tester ses systèmes et de régler les problèmes. Il n'y a pas d'informations disponibles sur les exercices conjoints. Il y a peu de temps, en juin 2020, des images sont apparues sur le net, où le porte-avions est testé avec une puissante explosion sous-marine à proximité immédiate du navire. Il s'agissait du Full Ship Shock Trial, un test à grande échelle de tous les systèmes du porte-avions, des ordinateurs de bord aux réacteurs nucléaires
après un impact important. Avant l'essai, des équipements de tests spéciaux ont été installés sur le navire. En plus de tester sa résilience, cet événement a également permis de tester la capacité de l'équipage à éliminer les dommages potentiels. La première détonation sous-marine a eu lieu le 18 juin au large des côtes de Floride. Le choc résultant a été mesuré comme un tremblement de terre de magnitude 3,9. Au total, il devrait y avoir 3 explosions. Notons que jusqu'à présent, il n'y a pas d'informations sur les résultats du premier essai de choc sur un navire complet. En bref, pour l'instant, le porte-avions américain le plus coûteux, et idéalement le plus efficace, continue de naviguer en mer en mettant au point son système automatisé et en éliminant les problèmes d'usine. Le navire n'a pas encore d'équipage de pont d'envol, ni d'armement. Aucune information n'est disponible sur les exercices à venir. Et voici la dernière ombre au tableau des 100 000 tonnes du Gerald R. Ford. Son prédécesseur, le Nimitz, a coûté 2 fois moins cher à l'Amérique. Dans le même temps, l'augmentation de l'efficacité au combat, mesurée par le nombre de sorties réussies, n'est que de 30%. Et même avec la charge maximale de tous les systèmes, lorsque la capacité passe à 220 sorties par jour, l'efficacité au combat ne peut être doublée. Le Nimitz permet 120 sorties par jour, ce qui signifie que le nombre cible pour le General Ford est de 240, et ce n'est même pas théoriquement possible. Nous voulons savoir ce que vous pensez de ces avions de 3e génération. Justifient-ils les fonds déjà dépensés, ainsi que les investissements futurs? Ou peut-être, l'argent pourrait-il être dépensé plus judicieusement? Commentez ci-dessous. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos intéressantes.